Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonsoir et bienvenue dans Transmission, le 23e numéro de la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. Énormément de films intéressants à l'affiche ces temps-ci, ces semaines-ci. Donc, pour ne pas surcharger le programme, on a procédé d'une manière un petit peu particulière puisque chacun des transmetteurs a choisi un film du programme qui sera donc Loro, le film de Paolo Sorrentino, choisi par Manu. On va parler aussi de Cold War, le film de Paweł Pawlikowski que j'ai moi-même, Olivier Grinard, choisi pour vous. On parlera aussi de First Man, le film de Damien Chazelle, le choix de Lucien, et aussi le film de Lars von Trier, donc The House That Jack Built, qu'a choisi notre Julien Rombaud national, mais qui ce soir est malheureusement absent, mais peut-être qu'il sera présent avec nous en pensée, voire un petit peu plus. Eh bien, je suis encore une fois bien entouré avec mes amis Manuelas. Manu, comment vas-tu ? Salut Oli, comment tu vas ? Ça va bien. Dis-moi Manu, de combien de mains est-ce que tu as besoin pour compter les jeunes femmes attirantes que tu as vues dans le film de Paolo Sorrentino ? On compte avec la main uniquement ? Tu peux aussi y mettre les orteils si tu veux. Il y a aussi à ma gauche, déjà mort de rire, le petit Lucien Alflands. Lucien, comment vas-tu ? Salut Oli et Manu, ça va et vous ? Ça va bien, ça va bien. Et toi, de combien de mains as-tu besoin pour compter les expressions faciales de Ryan Gosling ? Un doigt suffit. Magnifique réponse de Manu et Lucien, mes deux compères. On voit que vous êtes en forme. Ouh, on va s'amuser ce soir. On va commencer tout de suite par le film qui est sorti le plus proche de nous, donc le film Loro de Paolo Sorrentino. Ragazzi. Silvio. Io sono un uomo. Io sono l'angelo della notte. Io conosco il copione della vita. E il mio ruolo politico? Semplice. Convincere 6 senatori a passare dalla tua parte. Loro ou Silvio et les autres dans sa version française, c'est donc le nouveau film de Paolo Sorrentino, le réalisateur de La Grande Bellezza, de Youth ou encore de la série The Young Pope. C'est un film qui aborde de front la personnalité de Silvio Berlusconi. Le film est sorti en 2 parties en Italie, c'est pour une durée de plus de 4 heures. Il a été ramené à 2h30 pour sa version internationale. Et c'est toujours avec son acteur fétiche Tony Servillo et aussi Riccardo Scamarcio qui incarne Sergio ou encore Elena Sofia Ricci qui incarne Veronica, la femme du fameux despote italien. Pour la photo, Sorrentino fait de nouveau appel au fidèle Luca Bigazzi qui est sur tous ses films, je crois, depuis même avant encore Il Divo qu'il l'avait révélé sur la scène internationale. Donc l'histoire c'est quoi ? En 2008, donc Silvio Berlusconi a perdu le pouvoir et vit maintenant dans une luxueuse demeure sarde. Sergio est un arriviste local richissime qui va essayer de l'approcher en organisant des orgies dans une demeure voisine. Mais Silvio, lui, cherche à reconquérir sa femme, s'ennuie ferme et attend que, en gros, la soif de prendre le pouvoir ne le reprenne. Donc c'est Manu qui nous a choisi le film de Sorrentino au programme, donc je lui laisse ouvrir les hostilités. C'est un peu compliqué de parler du film puisque c'est un film qui est mutilé dans son exploitation française. Tu précises aussi que le film s'appelle Loro en italien et traduit chez nous Silvio et les autres, et c'est assez intéressant puisque Loro ça veut dire justement les autres, et le film d'une certaine manière aurait plutôt dû s'appeler Les autres et Silvio, parce que pendant plus d'une 40aine de minutes, en fait, Berlusconi n'apparaît pas à l'écran et le film se concentre autour d'une petite troupe de courtisans auquel Sorrentino ne fait justement assez habilement jamais prononcer le nom de Silvio ou de Berlusconi, mais qui est souvent désigné ou toujours comme Esso, c'est-à-dire lui, comme si au final on parlait un peu de Dieu en personne, ce qui fait un peu écho au dernier plan du film et la statue du Christ au milieu des décombres.
Il y a un parti pris justement symbolique qui est instauré dès le départ avec le spectateur qui est comparé à un mouton. Je vous laisse la saveur de la découverte du sort qui est attribuée au mouton dans le film. Mais au-delà de l'analogie assez limpide entre le mouton et le lecteur, l'analogie est un peu plus savoureuse et subtile puisque pour reconstruire son image depuis même les révélations de l'affaire Bunga Bunga, Berlusconi se plaît à vendre lui-même l'image d'un homme apaisé, végétarien, qui s'affiche dans des spots de pub de la SPA italienne, donnant le biberon justement à de jeunes agneaux sauvés de la mort. Et de la même manière dont Sorrentino s'amuse de l'image que Berlusconi cherche à véhiculer aujourd'hui dans ce type de spot de pub, Sorrentino adopte une mise en scène ouvertement lyrique, qu'on avait déjà dans La Grande Bellezza notamment, qui flirte avec une imagerie publicitaire porno chic qui correspond très bien à l'Italie vendue par Berlusconi. Et justement, la caméra et la mise en scène de Sorrentino se fait beaucoup moins aérienne quand elle se rapproche de Berlusconi, où il y a carrément une volonté très démystificatrice de le montrer. Il apparaît dans un premier plan un petit peu comme dans une version de La Cage aux folles en version arabe, avec un aspect très pathétique prononcé autour du personnage. Voilà, ce film, c'est un film sur le rêve, et un rêve qui était surtout un rêve publicitaire et qui marque un petit peu le deuil qu'il faut faire de ce rêve-là. Après, je trouve le Sorrentino a une tendance à très bien traduire ça par l'image, mais dans la dernière partie du film, le film devient, à mon sens, beaucoup plus verbeux, surligne un petit peu son discours, et c'est là un petit peu que je trouve qu'il tire un peu à la ligne. Après, je trouve que c'est un film assez enthousiasmant, avec un parti pris assez intéressant dans son approche du biopic, mais qui malheureusement se délite sur la fin. Pour moi, après, c'est compliqué d'en parler, puisque quand un film est resserré de cette manière-là, comment le film se déployer en 2 temps, c'est compliqué d'en parler. Moi, je trouve que Manu parle très bien des qualités du film, et voilà, explique le fait qu'il n'en parle pas de manière complète, ce que je comprends tout à fait. J'ai envie de rebondir sur plein de choses que Manu a dites, entre autres sur la manière dont le film cherche toujours à savoir ce qui se cache derrière l'apparence, espèce de visage de plastique presque de Berlusconi. Et en fait, j'ai l'impression que le film se fait exactement la même chose que ce que fait Berlusconi, à savoir se cacher derrière un vernis, comme tu dis, porno chic, un peu vulgaire, un peu... Enfin voilà, c'est sa manière de parler de la vacuité, en effet, d'une Italie. Il en parle sans jamais vraiment en parler. Enfin, il la montre sans discourir dessus, ce qui peut être à la fois une qualité et un défaut à mon sens. Je trouve ça assez beau, la croyance absolue qu'il a en son cinéma, Sorrentino, de n'avoir pas peur de parfois se vautrer dans le grotesque. Je dis pas ça de manière péjorative, le grotesque pour moi c'est pas spécialement péjoratif, mais vraiment il croit totalement en ce qu'il fait, et parfois il y va à fond. Voilà, c'est ce que je demande au cinéma en général, aux films que je vais voir. J'aime beaucoup la manière dont il s'intéresse surtout au personnage d'un point de vue je ne sais pas si on peut dire intime, mais on va dire intime, et de reléguer toute la lecture politique à l'état de métaphore, ce qui permet aussi d'éviter la redite politique des trucs qu'on a lus 1 million de fois sur Berlusconi. Je pense entre autres à deux scènes qui sont assez marquantes, je trouve, dans le film. 2 discussions qu'il a avec 2 femmes d'âge très différents, à savoir sa femme et une femme plus jeune qui a 20 ans, qu'il drague ouvertement lors d'une de ses soirées. C'est pour moi une manière de dresser un portrait de 2 facettes de l'Italie, et de réfléchir entre guillemets à l'état de ce pays. Je trouve ça assez fascinant aussi en termes de métaphore, mais je trouve qu'à un certain moment, la fascination pour le personnage est telle que le propos devient trouble. Après voilà, peut-être que en effet dans sa version intégrale, il allait beaucoup plus loin sur toutes ces pistes qu'il jette dans la version de 2h30 que nous on a vue. Enfin voilà, dans l'ensemble, je pense que j'ai un peu dit ce que j'avais à dire. Je trouve ça intéressant aussi de le mettre. J'ai pas revu, j'ai vu une fois Il Divo il y a des années. Je serais curieux de le revoir. Ça peut ressembler à une sorte de diptyque sur les présidents du Conseil italien.
Voilà, le film aussi est extrêmement référencé. Moi, j'ai vu énormément de références à Scorsese, à Fellini, même à Antonioni. Le film se calque assez bien sur Sodome et Gomorrhe. Ça peut déplaire, moi je trouve ça souvent agréable à ce genre de clin d'œil. Et toi, Oli? Bon, moi, j'ai pas aimé. J'ai énormément de mal à rentrer dans le film par quelque fenêtre que ce soit. J'ai énormément de mal avec cette longue introduction de 30 minutes où j'ai du mal à saisir les enjeux et je vois cette espèce de déballage, de vulgarité qui en effet fait sens vis-à-vis, comme tu l'as bien dit, de l'Italie qu'a comment dire, façonné Berlusconi, ou en tout cas qu'il aurait aimé façonner, de l'image en tout cas qu'il renvoie de l'Italie. Mais j'ai aucune accroche avec les personnages, aucune accroche émotionnelle, même s'il développe justement dans cette introduction deux personnages qui sont Sergio et la femme de Sergio, qui ont une relation qui a l'air intéressante. Et ensuite, au bout de 30 minutes, donc une fois que le film se concentre vraiment sur le personnage de Silvio Berlusconi, je perds complètement ces personnages et je trouve que d'une manière générale, le film expose pas mal de pistes qu'il ne va jamais résoudre en fait. Je trouve que la narration du film est vraiment calamiteuse et je trouve que le propos du film devient aussi extrêmement confus. J'ai l'impression en tout cas qu'il y a énormément de références à l'histoire et à la politique italienne et j'ai pas ces références et du coup ça me laisse encore une fois à distance. En fait, la seule chose qui me maintient pendant le film, c'est le fait que je me dise que c'est un film sur Silvio Berlusconi et qu'en effet le personnage est assez fascinant dans l'absolu, mais je vois pas en fait ce que Sorrentino veut vraiment me dire sur ce personnage. Et aussi, ce qui est assez surprenant et plutôt réjouissant en fait dans le film, c'est que finalement Berlusconi est un être beaucoup plus dépeint comme un être beaucoup plus pathétique et beaucoup plus ambivalent qu'on aurait pu le craindre. Et c'est toutes les personnes qui gravitent autour de lui et les personnes qui essayent de rentrer dans sa cour qui sont eux les plus guignolesque et quelque part un peu détestable. Du coup, je trouve que le film a une posture assez cynique et un peu pédante en fait sur tous ces personnages, sauf sur Silvio Berlusconi qui est à mon sens le seul qui a un peu de profondeur quoi. Je pense que cette position est clairement assumée dans la volonté de montrer en fait une sorte de pecno qui est monté très haut. Effectivement, je pense que ça parle d'autant plus au public italien. Tu parles justement des références peut-être que toi tu n'as pas en tant que Français ou Belge ou non italien face au film. Non mais juste par exemple, je me rappelais qu'il y avait eu ce tremblement de terre à l'Aquila juste après qu'il soit revenu au pouvoir, je me rappelais très bien, mais la manière dont c'est amené dans le film, il n'y a rien qui amène ce tremblement de terre, par exemple. Tu vois, il y a un côté où c'est pas... Le côté très théâtral de ça est clairement assumé, là, pour moi. Après, je pense que le film aussi est plus large aussi que malgré tout que le public italien ou juste la critique de Berlusconi et d'un système. Et je pense que tu le perçois un petit peu dans notamment la discussion qu'a souligné Lucien entre Berlusconi et une des jeunes filles, où il y a cette notion à un moment d'infantilisation dans cette fascination pour quelque chose qui n'est déjà plus là, qui n'est déjà plus là pour ses courtisans, qui n'est déjà plus là pour Berlusconi. Et En même temps, dans la scène que je trouve la meilleure scène du film, il va se reprouver à lui-même qu'il peut avoir la niaque comme avant. Et comme un vendeur de chaussures. Mais c'est ça qui fait qu'il est arrivé aussi au pouvoir, et on le dit et on le redit. Donc après, logiquement, il revient au pouvoir. Donc est-ce que vraiment il faut tourner le dos à cette jeunesse et à cette illusion et à ce truc de poudre de perlimpinpin et de poudre aux yeux? Mais parce que c'est la différence entre du rêve et de la pub, quoi. Et c'est ça que le film met en accusation. C'est exactement ça que le film montre. Enfin, tout ce que vous venez de dire là, je ne vais faire qu'aller plutôt dans le sens de Manu, mais
La jeune fille, pour moi, elle représente une Italie moderne qui ne comprend pas exactement comment on a pu passer par là. La femme, elle est désabusée, sa femme à lui, je veux dire. Et Sergio, c'est un personnage qui est fasciné, comme l'est d'une certaine manière Sorrentino. Et je pense que Sorrentino se retrouve dans ces trois personnages-là, et ça m'a fasciné. Parce qu'en effet, le film ne prend pas une direction et ne la suit pas tout du long, si ce n'est en effet son discours sur le paraître qui fonctionne tout du long et qui tient tout du long. Je trouve aussi, d'ailleurs, il y a un truc par rapport à toutes ces femmes au début, moi je les confondais. Ça, c'est aussi la confusion du film en lui-même, du montage, de la narration. Le fait qu'elles se ressemblent toutes très fort physiquement. Je trouve que c'est pas pour rien que la jeune personne qui va un peu ne pas caresser Berlusconi dans le sens du poil. À la seule coiffure différente. La seule qui a une coiffure et même un physique différent. C'est pas pour rien. Eh bien, je propose qu'on conclue ici pour l'Euro, le film de Sorrentino. Et on va passer tout de suite à Cold War. Dwa serduszka, 4 oczy. Oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy. Oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Donc Cold War, c'est le nouveau film de Pawel Pawlikowski, après notamment My Summer of Love et Ida, qui a été un grand succès public et qui avait remporté notamment l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Pawlikowski, c'est un réalisateur polonais qui a été formé à la BBC et ici, après son dernier film, donc après Ida, il retourne de nouveau au même, on va dire, style visuel en utilisant un format 4/3 et le noir et blanc. Le film a obtenu notamment le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. L'histoire, c'est quoi ? Donc ça se passe en Pologne en 1949. Victor est pianiste. Associé au financier Kaczmarek, il sillonne la Pologne pour recueillir les musiques populaires avant de former une école de chant et de danse. Dans cette école postule un jour Zula, jeune fille blonde et caractérielle. Une passion va naître entre les deux et une histoire d'amour qui durera une quinzaine d'années, éclatée en fait entre les deux côtés du rideau de fer. Donc je vais commencer sur ce film que j'avais choisi parce que j'avais adoré le précédent film de Pawlikowski, donc Ida. Ici, je vais dire que j'aime bien le film, mais je l'admire en fait plus que je ne l'aime. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans le film qui me plaisent énormément. La lumière, le travail sur les cadrages, le travail sur les décors, la manière dont il positionne ses acteurs dans les cadres, la manière dont il travaille ses cadres. Et surtout, ce que j'adore dans le film, c'est la manière qu'a Pawlikowski de raconter énormément, mais avec très très peu de choses. C'est-à-dire un regard, une posture, une sortie de chant. Je pense par exemple au premier personnage féminin, donc la première femme de Victor, la manière dont elle sort du récit, c'est raconté d'une manière sublimement simple, je trouve. La manière aussi dont il y a un plan très maîtrisé qui est ce plan où Victor revient chercher Zula après des années. Elle est devenue une espèce d'icône pop et tu comprends juste en une posture, en une remarque, tout ce qui s'est passé pendant l'ellipse qui a duré, je sais pas, au moins 6 ans, un truc comme ça. Après, j'adore la manière dont le film se déploie en chanson, la manière dont il raconte grâce à la musique, en fait, grâce à la musique populaire, grâce au changement de cette musique. Zula va jouer dans un orchestre et l'orchestre va évoluer au fur et à mesure des années. Ça va énormément aussi raconter sur l'écoulement du temps et aussi le changement, en tout cas, les changements politiques, en tout cas les changements de mentalité du côté Est. Mais là où le bas blesse, selon moi, c'est Pawlikowski se concentre uniquement sur les moments où le couple est réuni. Et il y a beaucoup de moments où ils sont justement pas ensemble. Et c'est un parti pris narratif qui est très fort.
mais en même temps je trouve que ça dessert le film parce que pour moi les personnages en viennent par finir de manquer un peu d'épaisseur, et donc du coup j'ai un déficit émotionnel en fait par rapport au film, et que je trouve, enfin voilà, que j'admire, mais que je regarde comme un très bel objet, très 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 bien exécuté, mais qui finalement échoue à me toucher plus que ce que j'aurais voulu, quoi. Enfin voilà. Bah, je pense que Olivier, je souscris à peu près à 100% de ce que tu penses du film. Je m'y retrouve tout à fait dans la dimension très plastique, picturale, la manière de composer les cadres, les entrées, sorties de champ, justement cette manière très elliptique d'avancer au fil des années. Je trouve qu'au final, il passe complètement à côté de l'aspect romanesque de cette histoire. Il échoue vraiment à te laisser percevoir les fondements de cette histoire d'amour et de comprendre un petit peu la tragédie qui est celle de leur histoire. J'ai l'impression un petit peu que la dimension picturale, justement, que j'admire, finit par jouer un peu contre le film dans sa manière de faire fonctionner les relations entre les personnages, et que l'imagerie finit par contaminer, en fait, édicter le comportement des personnages, et que c'est en fait ça qui fait qu'en fait, oui, je l'admire parce que je trouve les cadres sublimes, les idées, notamment quand elle revient à Paris, quand elle débarque en plein studio, des entrées de chant, plein d'idées, mais qu'en fait c'est des idées très plastiques, mais qu'en fait ça donne une raideur au personnage, en fait, et qui fait qu'au final la fin du film, cette dimension très tragique, ouais. Très tragique, et qui rejoue des codes usités du genre, elle est complètement dénuée d'émotion. Juste pour faire un petit détour avant de passer la parole à Lucien, je dirais que je pense pas que ce soit la dimension esthétique qui empêche le surgissement des émotions, mais je pense vraiment que c'est lié à la narration, parce que pour le coup, tu avais la même esthétique dans Ida, et Ida était un film déchirant. C'est un film en effet que je trouve sublime mais qui ne m'émeut jamais, et en prenant des notes, en réfléchissant au film, j'étais plus ému que devant le film lui-même. La première partie pour moi est assez opaque et impénétrable. Je pense que le film est quand même un peu plus émouvant à partir du moment où, on pourrait dire, à partir du moment où les chants traditionnels laissent place au jazz, ça devient un peu plus fiévreux, un peu plus. C'est peut-être juste le côté romantique, bohème du Paris de l'époque, et le traitement qu'il en fait qui rend le truc un peu plus gracieux et émouvant. Je trouve que c'est quand même un tour de force d'arriver à certains moments à faire affleurer, même si c'est jamais totalement émouvant, à faire affleurer des sentiments dans une telle épure. Les ellipses sont pas toujours bien gérées, mais en même temps, je trouve que ça apporte un côté vertigineux à cette histoire d'amour qui pour le coup, avec le recul, en sortant de la séance et en y réfléchissant, je l'ai trouvé très émouvante. Il y a un côté un peu portrait post-it d'un amour absolu comme ça, qui est une belle idée aussi, je trouve. Et puis quand même une réflexion qui est simple mais qui est belle, c'est comment s'aimer dans un système sociétal qui prône la servitude. C'est un film qui est respectable et fascinant pendant, et qui est bouleversant après, je pense. Après, j'ai quand même du mal à penser qu'un film puisse être plus bouleversant après que pendant sa séance. Faut pas essayer d'ellipser, à mon avis, un des manquements du film, quoi. Ce moment où justement va se passer la séparation entre les deux amants, tu comprends pas trop vraiment pourquoi elle reste. C'est très peu compréhensible, et là pour le coup on n'est pas encore dans l'ellipse. Au final après ça devient pour moi un peu limite scolaire ou caricatural dans la manière après de brosser le Paris de l'époque et le bloc soviétique de l'autre. C'est vraiment, le film a eu le prix de la mise en scène à Cannes, je pense que c'est vraiment un film de mise en scène, et c'est aussi un film qui est très opaque et théorique. Mais moi je le trouve pas opaque, en fait, ce film, je le trouve limpide. J'ai jamais aucun doute sur ce que le film me raconte, je le trouve extrêmement bien dirigé, en fait. Mais c'est marrant parce qu'on dit aussi directeur d'acteur, ou voilà, enfin bon bref. Mais je le trouve extrêmement clair, en fait, dans son déroulement. Je trouve que avec très très peu de moyens, il te fait passer énormément de choses.
sauf, c'est vrai, sur le principal qui est on va dire la densité ou la quantité d'amour qu'il y aurait entre ces deux personnages-là. Mais par exemple, le fait qu'elles ne partent pas, moi je le comprends très bien quand je vois le film et ça me pose aucun problème. Quand je parle d'opacité, je parle pas d'opacité sur le propos du film, hein, mais dans sa narration, dans son histoire. Non, moi c'est ce que je te dis justement, dans sa narration, je le trouve limpide le film, vraiment limpide quoi. Je veux dire, tout coule de source en fait, je trouve dans ce film. Et là-dessus, je trouve qu'il y a une très très grande maîtrise quoi. Mais une maîtrise qui se fait au détriment des émotions, ce que quand même j'attends au cinéma. Tu viens là quand même pour partager cette histoire-là, et elle t'est jamais donnée à partager uniquement par une certaine connaissance que tu peux avoir du cinéma, de référence, de la manière, voilà, d'admirer comment il va amener tel élément, telle entrée de champ, tel positionnement par rapport au cadre, de ce que ça va dire, de la fonction sociale de l'un ou de l'autre, etc. Mais c'est un peu un petit film d'érudit, mais qui, au final, je trouve, peine à faire venir le public à lui. Mais sur le déficit d'émotion, encore une fois, je suis complètement d'accord avec vous. Mais par contre, sur le fait que c'est un film entre guillemets qui serait réservé à une élite ou à, on va dire, à une gauche bien pensante lettrée, ça, je suis absolument pas d'accord. Je pense que c'est un film qui peut parler et qui peut être compris vraiment par tout le monde, et je trouve que c'est un film au contraire très accessible et qui a ce look, il était qui a si ce look accessible un peu que pour moi la moyenne d'âge entre guillemets était 30 ans au-dessus de la mienne. Non, mais par exemple, donc le film qu'il a fait avant, c'était exactement le même type de narration, et c'était un grand succès populaire. Oui, l'émotion y était. C'était pas du tout le même type de construction dans Aïda. Oui, tu retrouves des similitudes plastiques, etc. Mais il y avait pas cette problématique. Mais en tout cas, moi, franchement, je le dis et je le répète, et j'en suis persuadé que c'est un film éminemment accessible. Bon, très bien. Avant qu'on s'engueule, on va passer à First Man, le film de Damien Chazelle. Here we go. 6, 5, 4, 3, 2. You're down here and you look up and you don't think about it too much, but space exploration changes your perception. And it allows us to see things that we should have seen a long time ago. We have serious problems. We've got this under control. You're a bunch of boys. You don't have anything under control. First Man, c'est donc le 4e long métrage de Damien Chazelle, après Whiplash et moins de 2 ans après l'over-succès de La La Land. Il retrouve cette fois Ryan Gosling, avec aussi Claire Foy, donc l'actrice qu'on a vue dans la série The Crown et qui sera bientôt Lisbeth Salander. Il y a aussi Kyle Chandler, Jason Clarke et Lucas Haas, le petit garçon de Witness. La musique est de Justin Hurwitz, qui avait déjà fait la musique des précédents films de Damien Chazelle. La photo est signée de Linus Sandgren, qui avait fait La La Land, mais aussi Joy et American Bluff. Et le film est produit par Steven Spielberg. L'histoire c'est quoi? Donc c'est une biographie de Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune en 69 à bord d'Apollo 11. Il s'étale sur toute la décennie 60s et l'histoire commence par un drame familial lorsque la fille du couple Armstrong meurt à l'âge de 5 ans d'une tumeur au cerveau, et le film s'achèvera donc sur les premiers pas de Armstrong sur la Lune. Lucien, tu as choisi ce film. Alors je l'ai choisi parce que j'avais beaucoup aimé Whiplash et que on l'avait vu dans le cadre de cette émission, son dernier La La Land, et que j'avais trouvé ça très réussi. Donc c'est un cinéaste qui m'intéresse, en tout cas, voire que j'aime beaucoup. Mais pour moi, dans First Man, il y a 2 films que j'aurais beaucoup aimé si ça avait été 2 films, sauf que le film qui en découle pour moi est incomplet. Il y a un film qui est presque expérimental, sensoriel, qui voudrait mettre à mal le spectateur, qui ferait vraiment ressentir la difficulté d'une pareille épopée. Le deuxième film fait un peu pareil, mais il faudrait rentrer dans l'esprit de Neil Armstrong. C'est un film plus intime, une fuite vers le haut pour accomplir un deuil, ce qui est assez malin de la part de Chazelle, parce que ça
ces deux voix, je vais dire, de ce même film rejoignent tout à fait la thématique de tous ces films, qui est un peu la fuite dans le professionnel, un peu. Ouais, c'est ça, le dépassement de soi-même, le sacrifice par rapport au rêve, enfin un peu tout ça qui est assez lié et qui permet même, ici, dans le cas de ce film-ci, une réflexion sur le coût humain d'une pareille épopée et d'une certaine manière du rêve d'une nation. C'est deux très beaux films, mais je trouve qu'à aucun moment ils marchent ensemble, ils fonctionnent ensemble, donc je trouve l'ensemble un peu déceptif et incomplet. Je trouve que c'est une belle prise de risque de faire un film qui soit rude et exigeant sur un personnage qui est froid, parce que sur le papier ça vend pas du rêve et qu'il le tente quand même, et je trouve qu'il réussit de très belles choses. J'aime beaucoup le côté low-fi du film, le côté effets spéciaux à l'ancienne, qui rendent le côté sensoriel vraiment assez fort et désagréable même par instant. On est au plus près de la difficulté de l'entreprise, mais voilà, je trouve le mélange des deux films très écrit et pas toujours fonctionnel. Je trouve que Gosling dans ce film-là m'a fait penser à John Wayne. Je trouve qu'il a, oui, c'est bizarre, mais je me suis dit plusieurs fois dans le film, je trouve qu'il a une manière d'interpréter ce personnage comme j'aurais imaginé John Wayne le faire, dans une intériorité la plus absolue. C'est pas un acteur que j'ai toujours aimé, je peux le trouver très bien parfois. Là, il est parfaitement casté, quoi. Ok, tu veux enchaîner, Manu, ou j'y vais? Je suis d'accord avec toi, Lucien, sur le fait qu'il y a un petit peu deux films en l'un. Je trouve qu'il y a notamment un côté assez intéressant d'aborder ce genre du biopic avec une relative absence d'aspect géographique. Et surtout la manière dont il met en lumière le caractère profondément tragique de cette course aux étoiles et plus particulièrement de celle vers la Lune, avec un bilan humain très lourd. C'est dès le début avec la fille d'Armstrong, comme tu l'as rappelé, jusqu'aux nombreux décès des collègues d'Armstrong. C'est vraiment un film qui est habité par la tragédie, qui rappelle le caractère vraiment très chaotique aussi de cette conquête. T'as vraiment l'impression qu'ils sont dans des boîtes à sardines prêtes à exploser à chaque expérimentation. Ce côté très fébrile est assez beau. Il y a notamment une très belle scène, je trouve, de confrontation avec les dirigeants de la NASA et Claire Foy à un moment du film qui leur rappelle à quel point non, ils ne maîtrisent rien, quoi. Je trouve que c'est aussi un film qui épouse bien, tu l'as dit, les questionnements de Chazelle sur ses précédents films, cette notion que tu as rappelée de sacrifice, d'accomplissement. Il y a justement, je trouve, quelque chose de très beau dans First Man, dans cette notion d'héroïsme qui est bâtie sur des fêlures personnelles, sur une tragédie humaine, qui va vraiment à contre-courant de l'image de l'héroïsme qui est souvent véhiculée actuellement au cinéma. Et on comprend aussi, je trouve, pourquoi le film était un temps destiné à Clint Eastwood, tant il recoupe beaucoup de thématiques d'Eastwood sur la notion d'héroïsme. Après, un des points négatifs, et pas des moindres, ça vient principalement pour moi de l'interprétation de Gosling, que je trouve beaucoup trop monolithique, et j'ai beaucoup de mal à cerner une quelconque profondeur de jeu quand il s'agit de s'aventurer dans l'introspection, comme du doute, ou qu'est-ce qui serait de l'ordre du questionnement intérieur. Je le trouve, pour résumer, beaucoup plus à l'aise dans le registre de la comédie que dans la tragédie. Et même si, tu vois, il est censé interpréter quelqu'un qui est connu pour avoir eu une personnalité très renfermée, ben moi j'ai plutôt l'impression de voir quand même tout le temps Gosling et jamais Armstrong dans ce film-là, et ça me pose problème. Après, heureusement, je trouve ce manque d'émotion, il est contrebalancé, comme je le disais, par notamment Claire Foy, qui porte littéralement, je trouve, toute l'émotion du film sur ses épaules, avec notamment une très très belle scène de confrontation entre elle et Gosling juste avant son départ sur la Lune, qui personnellement, moi, m'a mis larmes aux yeux. Lucien, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, non, juste parce que je me rends compte en écoutant parler Manu que j'ai peut-être pas été tout à fait clair. J'aime bien le film, et je le trouve en effet très émouvant, etc. Je trouve juste dommage que le film soit un peu splitté en deux parties qui se passent la balle sans vraiment se mélanger. Ouais, j'ai pas eu ce problème de films qui se passent la balle sans vraiment se mélanger, comme tu le dis si bien. Non, moi vraiment, j'ai trouvé que j'ai vraiment bien aimé, enfin même beaucoup aimé le film. J'ai pas eu de problème non plus avec l'interprétation de Ryan Gosling. Je trouve le film très immersif. L'aspect, en effet, conquête spatiale dans une boîte de conserve, où on est vraiment au plus proche de l'aspect un peu calamiteux, un peu fragile en fait, fragile de ces types qui partent dans l'espace. Les morts successives des camarades de Ryan Gosling. Enfin, quoique camarade pour ce film est un mot vachement mal choisi, mais bon, voilà.
Après, vous avez dit énormément de choses qui sont pertinentes et sur lesquelles je souscris. Je trouve notamment aussi que la photo du film est absolument magnifique. Les tons sont désaturés. On est très très fort sur des gros plans parce qu'il y a ce parti pris d'être au plus proche de l'homme et au plus proche de ce qu'il va ressentir. Et justement, cet aspect tournage en 70 mm, cette esthétique qui pourrait être juste une esthétique de reconstitution d'époque. Mais la reconstitution n'intéresse pas du tout Chazelle. Hein. Elle est là pour appuyer quelque chose de vraiment très sensitif par rapport au ce qui se passe autour des personnages. Mais oui, complètement anxiogène. Et ce que je voulais rajouter, c'est que y a un truc que j'ai trouvé magnifique en fait dans le film, c'est à quel point Neil Armstrong vit avec le deuil de sa fille. Et en gros, on sent qu'il traverse très difficilement ce deuil, la mort de la petite fille hante le film. Comme les non-dits et ce deuil mal guéri va contaminer la maison et le foyer. En fait, c'est matérialisé par la photo parce qu'il y a de plus en plus de zones d'ombre dans le domicile des Armstrong au fur et à mesure jusqu'à cette scène où il va quitter la maison, où il est littéralement isolé à la table de la cuisine tout seul, quoi. Et je trouve ça vraiment une belle, un beau parti pris au niveau de la photographie. Ouais, mais justement, tu parles justement de la scène qui succède celle dont j'ai parlé entre Claire Foy et Gosling. Là, tu parles de la scène entre Gosling et ses enfants, et je trouve justement cette scène pas du tout à la hauteur de la précédente. Du fait du jeu de Gosling qui à un moment est, je trouve, assez limité. Tu parles de John Wayne, si on peut aller tirer les comparaisons dans les deux sens, il se rapproche plus à mon avis dans ce sens-là de Steven Seagal que de John Wayne au niveau de l'expressivité, parce que John Wayne était quand même malgré tout un acteur beaucoup plus expressif que ça. On va laisser ce pauvre Lucien rajouter quelque chose, il trépigne depuis 10 minutes. J'ai un peu oublié du coup. Tout ça pour dire que la scène dont tu parlais tout à l'heure, il y a une scène, enfin il y a plusieurs scènes que je trouve très émouvantes et qui en effet peuvent amener les larmes aux yeux. Mais il y en a une qui se passe sur la Lune et qui est peut-être le seul moment, je trouve, où vraiment les deux films dont je parlais tout à l'heure, les deux parties du film, les deux voix du film se mêlent tout à fait. C'est peut-être le pic émotionnel du film, quoique la toute fin du film est aussi très très belle. Pour revenir sur la scène... la toute fin est magnifique. Ouais, la toute fin est vraiment magnifique. La scène avec les enfants, moi je trouve que pour le coup les enfants sont absolument bluffants. Ils sont très émouvants pour le coup, je trouve. Moi justement, cette espèce d'intériorité de Ryan Gosling dans cette scène-là, moi je trouve je trouve qu'elle fonctionne bien. Et pour revenir sur ce que vous disiez sur le travail sur l'image et sur le 70 mm, je pense que j'ai lu que le film certaines séquences avaient été tournées aussi en 35 et en 16 même. Ce qui, je trouve, continue dans l'idée de ce côté lofi dont on parlait tout à l'heure. Je pense pas qu'il y ait un seul effet spécial numérique. J'ai l'impression qu'ils sont tous... il doit y en avoir en cherchant un peu. Mais même pour le coup, les explosions, on voit que c'est des vraies explosions. Il y a un côté comme ça qui est vraiment extrêmement sensitif dans son approche de l'image. Tu disais le montage son, hein, y a des choses qui sont, qui sont vraiment bien senties au niveau des effets sonores et au niveau du montage même en lui-même. Je pense notamment à la scène où le personnage qui est interprété par Jason Clarke va subir un sort malheureux qui commence justement et qui s'achève sur le même cadre, et je trouve que c'est une chouette idée et que ça remet une dimension très terrienne et très justement encore une fois brinque-ballante de cette et peu assuré de cette conquête spatiale. Je trouve que c'est vraiment chouette. Mais puis tout cet aspect aussi qu'il embrasse du coût humain et aussi d'une manière aussi dont cette conquête spatiale va rentrer en contradiction aussi avec des aspirations de la population de l'époque, et comment justement ce petit passage où il va souligner ça, il le montre de manière musicale, un peu comme une sorte de transition, et qui est assez bien amené, je trouve, au final, parce que c'est pas pesant. Je trouve qu'il fait passer cet élément en plus de manière assez ludique, en fait. En plus, on n'attendait pas forcément Chazelle sur un truc aussi gros et sur un truc aussi, on va dire, cinéma de papa, que de faire un biopic de Neil Armstrong, et je trouve qu'il s'en tire vraiment bien tout en se l'accaparant. Et ce que dit Manu tout de suite, là, c'est très juste. C'est un film qui est très musical. Très bien, eh bien on va terminer avec le fameux gros morceau de ce soir, hein, le film de Lars von Trier, The House That Jack Built. If you feel like screaming, I definitely think that you should. Nobody wants to help!
Quatrième et dernier film de cette sélection, donc le nouveau film de Lars von Trier, The House That Jack Built. Donc après Nymphomaniac, c'est le nouveau film du réalisateur danois qui était l'ancien chouchou de toute la hype d'un peu partout en Europe de l'Ouest. Réalisateur de Element of Crime, de Breaking the Waves, de Dogville ou encore de Antichrist. Cette fois-ci, le film est interprété par Matt Dillon, donc Rumblefish, n'est-ce pas? Bruno Ganz. Adolf Hitler, tiens donc, dans un bunker, dans la chute. Uma Thurman, celle-là je l'avais pas préparé pourtant. Uma Thurman ou encore Riley Keough, donc ma chouchoute à moi, qui était dans American Honey ou dans Logan Lucky. Et dans Elvis Presley, donc. Elle n'a jamais été stricto sensu dans Elvis Presley. Parce que donc c'est la petite fille d'Elvis Presley. Alors, The House That Jack Built, c'est une super chanson de Aretha Franklin, mais ici c'est l'histoire de Jack, qui est un meurtrier en série, qui vit quelque part aux États-Unis, je dirais dans les années 60, quelque chose comme ça, en tout cas c'est la deuxième moitié du XXe siècle. Il se confie à un personnage qui s'appelle Verge, et il va lui raconter 5 incidents qui sont autant de crimes commis. Accessoirement, en même temps, Jack a acheté un terrain et pense à y construire une maison. Voilà, eh bien, c'est notre compère, Julien Rombaud, qui a choisi ce film. Malheureusement, pour des raisons que je ne détaillerai pas ici, il n'a pas pu être présent avec nous ce soir. Il nous a donc laissé un message sur lequel nous allons rebondir. On l'écoute tout de suite. Alors, salut les gars, désolé de ne pas pouvoir être des vôtres aujourd'hui, j'ai un petit peu fait l'idiot avec mon agenda. Bref, je vous laisse ce petit message pour vous parler du film de Von Trier que j'ai beaucoup aimé pour ma part. Donc, ce que je pense en voyant ce film, c'est que c'est un cinéaste c'est un cinéaste qui bouscule. Donc, on peut l'adorer, on peut le détester, on peut s'emmerder ou s'amuser, mais en tout cas, je crois que c'est quelqu'un qui pose des questions sur le cinéma. Alors je suis évidemment bien conscient qu'éthiquement, dans ce qu'il raconte et dans son propos, il y a des problèmes et que tout n'est pas défendable, qui flirte avec les limites, mais je trouve que c'est important parce que c'est un cinéaste qui ose explorer la noirceur et les névroses de ses personnages, et donc du monde, mais aussi les siennes, donc celles de Von Trier. Et ensuite, on a beau réfléchir sur les limites de la morale en voyant ce film, quand je l'écoute en interview, quand je le lis, bon bien sûr ce n'est pas le film, mais moi je vois quelqu'un de très humaniste, qui est un peu névrosé, ça c'est sûr, mais c'est quelqu'un qui attaque le cinéma, qui veut créer des films différents, des films qu'on n'ose pas filmer et qu'on n'ose pas faire. Je trouve ça assez précieux. Alors si le fond est vaseux, je dis que je préfère voir des films qui dérangent plutôt que des films lisses et un peu sages. Alors j'ai moins aimé la fin du film et son côté un peu pseudo-philosophique qui mélange Dante, Delacroix, l'enfer kitsch, etc. Mais pour les 5 incidents du film, donc les 5 scènes importantes, disons, elles m'emportent vraiment, elles me font rire, elles me dégoûtent, elles me surprennent tout le temps. Je trouve que Matt Dillon est incroyable et d'une façon générale, je trouve que les acteurs, en passant par Lars von Trier, sont toujours assez exceptionnels et dépassent toujours quelque chose d'eux-mêmes. Et Matt Dillon, j'ai vraiment eu envie de le voir plus souvent. Je trouve qu'il est sous-exploité dans le cinéma de ces dernières années. Un petit mot sur son rapport aux femmes, parce que bon, il est beaucoup attaqué sur sa misogynie, etc. Je me suis dit quand même, et je suis pas le premier à le dire, mais qu'il avait donné des rôles assez exceptionnels à certaines femmes, à certaines actrices, que ce soit dans Dogville, Mélancolia, Breaking the Waves, Nymphomaniac, etc. Et deuxièmement, par rapport à la misogynie, je trouve que le personnage de Jack n'est pas du tout mieux loti, c'est-à-dire que s'il a priori l'air moins idiot que les rôles féminins, il n'échappe pas lui-même au comportement stupide. Et je suis persuadé que Von Trier ne le protège pas. Je crois que Jack est un tueur, mais un tueur maladroit, c'est un pied nickelé. Et j'ai l'impression que c'est pas que Von Trier soit misogyne, c'est plutôt qu'il ne sauve personne, parce que c'est une farce morbide et désabusée. Je termine en disant que c'est une tragédie comique, une farce tragique et carnavalesque, et je trouve que ça fait du bien de voir un film grotesque, et que ça fait du bien aujourd'hui à l'heure du consensus qui parfois frappe le cinéma. J'ai vraiment ri beaucoup pendant le film, des petits détails, le portefeuille de Jack.
Je ne vais pas dévoiler les tocs, le générique de fin. Bon, après, c'est pas une idée incroyable, mais elle m'amuse. Et voilà, je trouve, pour finir, que c'est un mec qui prend des risques, qui provoque. C'est parfois en sale gosse, un peu facile, un peu gratuit. Mais je trouve que la liberté qu'il a, elle est salutaire et que ça me fait énormément de bien. Parce qu'il ne recule devant rien et qu'il ne fait pas de concessions. Alors, c'est un film trop long et imparfait, c'est pas un chef-d'œuvre, mais pour son humour et sa radicalité, je dis que c'est un grand film. C'est un film malade et cabossé, mais un film qui fait du bien au cinéma. Et en tout cas, moi, il m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Bonne émission, soyez bons et réagissez. Bisous, bisous. Bon, vu que la parole était à la défense, on va passer à l'accusation. Je trouve justement que c'est l'exemple typique du film d'horreur qui se veut donner des petits airs d'auteur en déroulant le manuel illustré de l'EHPAD bourgeois. C'est un film bien plus embarrassant que dérangeant, qui est à mon sens d'une pauvreté narrative visuelle, d'une complaisance sans pareil. Un film qui se repaît de sa propre vacuité, qui se rêve en grande œuvre testamentaire ou grand film malade sans vraiment trop y croire au final. Mais ce qui n'est pas très étonnant de la part d'un réalisateur qui depuis près de 20 ans s'est construit dans la posture, l'imposture et un grand fort de publicité autour du concept de ses films, plus que des films en lui-même, que ce soit du décor brechtien de Dogville, du Dogme ou l'automavision. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ce superbe procédé inventé pour The Director où la caméra était limitée dans ses angles et positions par un ordinateur pour limiter le champ d'action d'un réalisateur, pour juste montrer au-delà du vernis expérimental le degré de foutage de gueule dans lequel a abouti le cinéma de Lars von Trier à mon sens. Moi surtout ce film-là, c'est surtout le film d'un réalisateur complètement à bout de souffle, à bout de course, qui a plus grand chose à dire. Avec ici et là les petites saillies attendues sur les camps d'extermination, Hitler, mais qui pour moi est juste là pour donner un peu au film un caractère sulfureux qui ne l'a pas. Tu parles du caractère qu'on pourrait apposer de misogyne au film, Julien, mais c'est complètement désamorcé encore une fois aux 3/4 du récit. Je trouve que c'est pas juste des personnages qui sont misogynes, c'est juste des personnages qui sont juste sous-écrits, avec une caractérisation extrêmement pauvre. Parce que derrière tout cet aspect hyper provoque, choc, sulfureux, c'est pour moi un film juste où Lars von Trier étire chaque scène c'est pas jusqu'à la nausée, mais jusqu'à l'ennui. Et ça pendant plus de 2h30 avec quasiment zéro idée visuelle. J'ose même pas parler de l'épilogue sous terre où là j'avais juste envie de crier Jean Rollin reviens, ils sont devenus fous. Tintin à mon sens, la von Trier est complètement dénué de vision et semble dans quelque chose qui ressemblerait à du UV Ball qui se prendrait pour Bergman, quoi. Les deux partageant un goût immodéré pour la provoque à 2 balles et les chambres à gaz. Là tu parles pas de Bergman. Hein. Non, je parle du UV Ball et de von Trier. J'ai l'impression que ça n'existe que pour de la provoque, mais en fait je trouve ça jamais ça dérangeant, je trouve ça juste ennuyé. 2h30 d'ennui. Alors dans l'ensemble, il y a des films de Lars von Trier que j'aime bien, mais voilà. Tu veux être l'avocat du diable ? Non, parce qu'en fait c'est exactement ça que cherche von Trier en fait, je crois, en faisant ce genre de film. J'ai vu une interview de Matt Dillon qui disait qu'il avait accepté le rôle parce que dans l'état de sa carrière actuelle il pouvait pas faire autrement, donc il avait accepté un peu, puis en se disant pour un acteur je pense que tourner avec Lars von Trier c'est intéressant, donc il accepte le rôle, il tourne le film, il veut pas voir le film. Il refusait systématiquement de voir le film. Il a passé plusieurs avant-premières où il était invité à ne pas voir le film. Puis un jour, Lars von Trier lui a dit viens, on va regarder le film à 2. Il est un peu obligé, donc Matt Dillon dit ok. Il regarde le film à 2 et à la fin, donc tout ça, c'est Matt Dillon qui le raconte. Lars von Trier demande à Matt Dillon ce qu'il a pensé du film. Et Matt Dillon lui répond qu'il a trouvé ça plutôt pas mal. Et la réponse de Lars von Trier, c'est « Ma merde, c'est que je l'ai foiré ». Et je pense que ça résume absolument tout. Je pense que Lars von Trier, c'est un mec qui aimerait être haï. La manière dont il se compare avec beaucoup de complaisance à ce personnage, je peux comprendre qu'on puisse trouver ça touchant, cette espèce d'autoportrait d'artiste qui se voudrait maudit, etc. Moi, je trouve ça un peu ridicule, parfois difficile à suivre idéologiquement, à suivre dans le sens, pas à comprendre, mais à l'accompagner idéologiquement, parce qu'il va quand même dans des terrains, le personnage dit quand même des choses, va quand même sur des terrains assez obscurs.
Et justement à ce propos-là où on va toujours t'opposer le discours qui est de te dire attention, c'est le personnage qui dit ça, c'est pas Von Trier. Le problème, c'est que Coco, le mec, il balance les extraits de tous ses films pour illustrer ça. Donc à un moment... Alors voilà, Manu vient de me prendre le micro pour dire exactement ce que j'allais dire, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui défendent le film en disant mais non, c'est le personnage qui dit ça, pas le cinéaste. Pendant que le personnage dit ces énormités, en dehors du côté extrêmement narcissique que ça a de mettre des images de toute sa carrière, hein, depuis ses premiers films jusqu'à ses plus récents, c'est aussi une manière de légitimer le propos à travers l'œuvre du cinéaste et de dire ce film est un autoportrait qui pourrait en effet être testamentaire. Moi, à la fin du film, Lars von Trier a quand même l'intelligence de le faire payer, donc d'une certaine manière de créer son suicide artistique. Je serais curieux de savoir s'il va continuer à faire des films. Ça ne m'étonnerait pas qu'il arrête là. Je crois qu'il en a déjà un sur le feu. Ah bon, merde, ben voilà. ça tue ma théorie, mais c'est pas un film qui est totalement haïssable. C'est un film dans lequel il y a des bonnes choses, je trouve. Il y a 2-3 scènes que je trouve fonctionnelle, la scène avec Riley et Matt Dillon. J'aime bien la scène, le problème c'est qu'elle est alourdie par 10 minutes de pensum après qui répète exactement ce qu'on vient de voir et de manière encore plus lourdingue que n'est déjà la scène. En dehors de ça, je trouve le film extrêmement systématique et très attendu. Je pense que le film est plus vulgaire encore que Loro dont on parlait tout à l'heure, mais aussi beaucoup plus misanthrope. Le film est beaucoup moins malin que toutes les références qu'il utilise, que ça va de Dante à Goethe en passant par la mythologie avec Charon, Delacroix en effet, et puis il y a des images d'archives de Glenn Gould dont on ne sait pas trop ce qu'elles viennent foutre là. Mais bon, je vais enchaîner directement là-dessus. En effet, c'est un film triste parce que c'est vraiment la panne d'inspiration. Il ne fait que recycler des choses. Là, je parle au niveau formel. Le film ne fait que recycler des choses que Lars von Trier a déjà faites avant. La caméra portée, épaule, les faux raccords qui sont le style visuel de tous les incidents. Hein. Donc il y a le style visuel des incidents, c'est ce qu'il fait depuis Breaking the Waves, en gros. Dans Breaking the Waves, c'était plein, parce que c'était incarné par les sentiments, par les éléments, par les personnages. Ici, en rien, le style visuel n'appuie le propos. Et c'est entrecoupé par des choses qu'il a déjà faites dans Mélancolia, dans Nymphomaniac. Enfin, c'est que du déjà vu. Par rapport à la violence, à un moment pendant le film, je me suis dit, mais en fait, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien un peu ce genre de truc. Peut-être que j'ai vieilli, mais en fait, non, je crois que c'est Lars von Trier qui profondément a vieilli. Et je crois que si je voyais encore quelque chose qui me secouait, mais qui avait un tant soit peu de cohérence et de pertinence idéologique, je rentrerais dedans, ou alors que ce soit juste quelque chose de viscéral ou de cartoonesque, tu vois, ou de franchement grand guignol. Peut-être que j'adhérerais beaucoup plus. On loue beaucoup, pour la défense du film, son humour. Il fait quand même du Benny Hill pendant le film, avec une séquence en accéléré comme ça, où on est en train de changer les corps, c'est consternant. En fait, la seule, je trouve, personnellement, de nouveau, je veux pas aller contre Julien, mais vous avez bien compris, je n'aime pas le film non plus. Le seul angle par lequel on pourrait aborder le film pour qu'il soit un petit peu intéressant, c'est l'autoportrait du réalisateur en tueur en série, quoi. Et en effet, il y a un truc qui est un peu vertigineux là-dedans, c'est même que le tueur en série, enfin le Jack en question, au début, il a certains tocs qui font qu'il va éviter de se faire capter par les flics, même si franchement c'est limite. Et au fur et à mesure, il va précipiter sa propre chute. Et c'est intéressant aussi de relire ça à l'aune de la carrière de Lars von Trier ou de ce film-là, parce que voilà, le mec il cherche la célébrité et qui précipite sa propre chute. Hein. La chanson Fame de Bowie revient beaucoup aussi dans le film, c'est pas pour rien à mon avis. C'est le seul bout par lequel prendre le film pour qu'il l'intéresse un petit peu, c'est ce côté autoportrait. Mais il est profondément ennuyeux. C'est surtout un film profondément ennuyeux, quoi. Et c'est en ça que c'est même sur le programme de Von Trier, il marche pas parce que la provoque elle marche pas, c'est jamais dérangeant, c'est jamais. Pourtant je suis plutôt client de ce type de cinéma-là, mais il a tellement rien à dire sur ce genre de criminalité, il a rien à dire sur le versant de la création.
sur le versant de la création, revoyez 8,5, ou alors sur les tueurs en série, revoyez Henri, portrait d'un serial killer. Il recycle une imagerie ou des idées complètement éculées, il en fait rien. Même la scène qui serait l'ultime tabou, là, où on tue les gamins en gros plan, ça m'a fait ni chaud ni froid. Mais pour rebondir, tout à l'heure, je parlais du grotesque comme pouvant être une qualité au cinéma, en tout cas, je trouve. Là, c'est vrai que c'est même, on parle énormément de farce, etc. En parlant du film. Je pense pas que le film soit grotesque, il est plus souvent ridicule que réellement grotesque, comme peut-être il aimerait être. Ça nous a pompé de parler de ce film. Je sens une ambiance lourde et désespérée autour de cette table ronde. Après ce costard pour le film de Lars von Trier, nous passons maintenant au conseil. Manu, qu'as-tu dans ta besace ? Eh bien, dans ma besace, j'ai un bon paquet de conseils autour de Sergio Leone, et notamment la rétrospective organisée par la Cinémathèque française qui se tient à Paris jusqu'au 27 janvier, qui s'intitule « Il était une fois Sergio Leone », avec 3 ouvrages qui gravitent autour de la galaxie Leone. Le premier, c'est le catalogue même de l'exposition, La Révolution Sergio Leone, qui est dirigé par Gianluca Farinelli et Christopher Freiling, qui sont les biographes italiens et anglais de Sergio Leone, et qui regroupe de nombreux textes, notamment un signé Martin Scorsese, et des interviews d'Eastwood, de Claudia Cardinal, de Lee Van Cleef, pour la partie des acteurs, et de Tony Delicoli, Sergio Donati, Bernardo Bertolucci, mais aussi des écrits de Leone, dont notamment une très belle déclaration d'amour et évocation du travail d'acteur d'Henry Fonda, ainsi qu'une autre plus caustique sur la rencontre entre le maître et un jeune réalisateur américain, Peter Bogdanovich, et devait à l'époque réaliser Mon nom et personne, mais qui semblait plus soucieux d'écumer les soirées mondaines italiennes pour montrer son premier film que de se mettre au travail avec Leone. Après, le second livre est publié chez Actes Sud, dans la collection de l'Institut Lumière, dirigée par Frémaux et Tavernier, de Christopher Freiling à nouveau, qui s'appelle Sergio Leone, quelque chose à voir avec la mort. Et voilà, le dernier livre, c'est consacré à un des plus anciens compagnons de route de Leone, à savoir Ennio Morricone, puisqu'ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école avant de se retrouver sur les westerns de Leone. C'est un long livre d'entretien passionnant dans lequel Morricone revient sur l'ensemble de sa carrière, ses diverses collaborations, ce monde d'une précision et d'une érudition absolue. C'est vraiment un bouquin d'entretien absolument fascinant. Bon, moi de mon côté, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors de la dernière émission, j'avais dit que quand j'allais au cinéma, j'attendais beaucoup plus que ce que j'avais reçu quand j'avais vu I Feel Good. Dernièrement, j'ai vu un film qui m'apporte en fait le meilleur de ce que j'espère quand j'entre dans une salle de cinoche. C'est étonnant parce qu'il s'agit d'un film belge, donc c'est le film Girl de Lucas Dont qui a obtenu la Caméra d'Or au dernier festival de Cannes. Et donc c'est un premier film, c'est l'histoire de Lara qui est incarnée par Victor Polster, qui veut devenir une danseuse ballerine et qui en même temps veut devenir physiquement une fille parce qu'elle commence un traitement hormonal et que, comme la formule éculée le dit, elle est née dans un corps de garçon. C'est un film magnifique, c'est un film qui est jamais là où on l'attend, c'est un film qui est éminemment sensoriel, éminemment physique. Enfin voilà, on est très très proche du corps. C'est un film qui va toucher le cœur, le ventre, qui s'adresse jamais au cerveau, qui est juste une expérience physique. Le travail sur le son, notamment dans les scènes de danse, est absolument remarquable. On l'a dit, ça a été dit beaucoup de fois, mais le travail d'interprétation est également remarquable. Il y a notamment le personnage du père qui est incarné par Harry Werthalter, qui a une relation magnifique avec sa fille, qui m'a tiré des larmes aux yeux à plusieurs reprises. Ce qu'il y a de plus beau dans le film, c'est qu'un peu à l'instar de Call Me By Your Name plus tôt cette année, c'est un film dans lequel le côté transgenre ou le côté sexuel, changement de sexe, n'est absolument pas traité comme un problème. En fait, c'est pas du tout un problème pour aucun des personnages du film. C'est uniquement le problème de la métamorphose que va subir Lara et comment elle va traverser cette épreuve-là. Et c'est ça qui fait qu'en fait le film touche à l'universel, parce que chacun peut y voir, peut relire, revoir des choses de sa propre puberté. En fait, ça peut parler de la métamorphose de n'importe quel corps, en fait. Et c'est ça qui est
éminemment touchant. Après, le film ne refuse pas ce côté transgenre, puisqu'il est traversé comme ça d'éclats d'incompréhension et qui sont très très forts et traités toujours avec une pudeur, une juste distance par Lucas Dont, notamment le truc qu'on sait qui va arriver, qui a trait au harcèlement scolaire. C'est traité vraiment avec la juste pudeur. C'est vraiment un film fabuleux que je vous... fabuleux. Non, j'ai des problèmes avec la résolution du film. Jusqu'aux dernières 10 minutes, je trouve que la résolution est un peu expédiée et pas très satisfaisante. Mais franchement, pour l'expérience que ce film et l'émotion qui est véhiculée par ce film, ça vaut vraiment le détour. Et pour moi, c'est un des plus beaux films de l'année. Lucien. Tu donnes envie. J'ai pas vraiment un conseil en particulier, donc je vais un peu jongler. Je vais rappeler une phrase que j'aime beaucoup de Sergio Leone, auquel m'a fait penser Manu. Je l'expliquerai pas, vous y trouverez ce que vous voulez. Mais c'était une phrase qu'il avait dite dans une interview à propos de il était une fois la révolution, a fistful of dynamites, qui était quand j'étais jeune, je croyais au marxisme, au pouvoir rédempteur du cinéma et à la dynamite. Aujourd'hui, je ne crois plus qu'en la dynamite. Moi, je crois encore au pouvoir rédempteur du cinéma, mais voilà. Je vais déconseiller Venom, dont j'ai vu les 45 premières minutes, mais c'est irregardable, simplement. Donc, surtout, même si vous aimez Marvel, n'essayez pas. Et du coup, je vais conseiller une chaîne dont a déjà parlé Manu, mais je vais conseiller une vidéo en particulier qui m'a remis un peu les idées en place, parce que c'est une idée de vidéo que j'avais depuis fort longtemps, sauf que eux, et je vais dire bientôt qui c'est, l'ont fait avant moi et probablement